Crochet. Mais que se passe-t-il donc dans les hôpitaux? C'est une crise sans précédent. L'hôpital public n'arrive plus à fonctionner correctement. Les blouses blanches réclament une nouvelle augmentation du budget hospitalier. Nous ne sommes plus en mesure de mener correctement nos missions. Un lit de fer tout blanc est sur la table de nuit. Oui, vous avez entendu tous ces sujets, tous ces reportages, quoi. Les blouses blanches, les hôpitaux saturés, etc. Et pourtant, rien ne change. Olivier Milleron, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue. Vous faites partie aussi de ce collectif qui avait beaucoup occupé le devant de la scène avant le Covid, hein, le collectif Interhôpitaux. Il y avait eu des promesses qui avaient été engagées, même pendant le Covid, et puis depuis, ça n'avance pas, c'est ça? Non, c'est même pas que ça n'avance pas, c'est qu'il y a eu, nous on a eu l'impression qu'il y a eu une mobilisation exceptionnelle en 2019 parce qu'on voyait que de nouveau le budget de l'hôpital allait être voté de façon insuffisante et qu'on voyait qu'on arrivait mal à traiter nos patients. Et puis, comme vous l'avez dit, le Covid est arrivé là-dessus et quand même l'hôpital public s'est réorganisé de façon très importante. On a l'impression qu'on a fait le travail. Les soignants ont été applaudis par le pays à 20h tous les jours. Il y a eu des discours d'Emmanuel Macron au cœur du Covid en disant on avait pensé qu'il avait compris qu'il fallait que la santé soit retirée du marché, qu'il fallait un grand plan pour l'hôpital public. Et la déception a été très très importante. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où on a du mal à se mobiliser parce que les gens fuient l'hôpital. En fait. Oui, mais et pourtant, alors fuient l'hôpital, je ne sais pas, mais en tout cas, ils fuient ou parfois on ne leur ouvre pas aussi parce qu'il y a des urgences, il y a des hôpitaux qui sont fermés. Vous y allez à 19h, 20h, on vous dit non, c'est pas la peine, on est débordé, on est saturé. Vous allez voir ailleurs. Quoi, oui, mais aussi. on est fermé. Alors, on est fermé parce qu'il n'y a pas de personnel. Et parce qu'il n'y a pas de personnel. Ouais. Et pourquoi il n'y a pas de personnel? Parce que j'ai cru comprendre quand même que dans les hôpitaux, on avait recruté ces dernières années beaucoup, non? Alors est-ce que c'est pas les 35 heures qui ont fait mal à l'hôpital? Alors les 35 heures, c'est le début des complications d'une idéologie en fait. Ouais. Donc les 35 heures en soi, c'est une mesure sociale. Ce que vous écrivez dans le guide des intox sur notre système de santé. Hein. Voilà. Question par question. Oui. On essaye dans ce livre d'expliquer aux gens qui sont des non-initiés comment ça fonctionne et les tenants et les aboutissants du système et pourquoi il faut avoir un débat démocratique sur le sujet de la santé qu'on n'a pas eu. On nous a présenté comme techniques, des décisions qui sont éminemment politiques. Ouais. Aujourd'hui, le système va très mal, donc c'est le moment de prendre des décisions, et il faut prendre des décisions avec un cap politique clair. Ouais, ouais. Si on revient sur les 35 heures, décision de gauche, on va travailler moins, très bien. 2000, ouais. Très bien. Mais sauf que, comme c'est au moment où on commence à dire, ah oui, mais l'hôpital, ça coûte trop cher, et quand on veut faire des économies à l'hôpital, c'est sur le personnel qu'on le fait, parce que c'est à peu près 70% du budget de l'hôpital, on a dit, vous allez passer en 35 heures, mais on va augmenter la productivité. On n'a pas beaucoup augmenté le nombre d'infirmières et de personnel. Et donc, on a dit aux gens, vous allez travailler, je crois qu'à la PHP, c'était 7h29 par jour. Et si vous dépassez, de toute façon, on vous payera pas et vous pourrez pas récupérer. On a commencé à faire des pôles. On a rassemblé des services en disant aux infirmières, vous devez être flexible et être capable d'aller travailler dans n'importe quel service. Mais bien sûr, il n'y a pas eu la formation adéquate. Donc, quand vous passez d'un service de cardiologie à un service de dialyse et que vous n'avez pas été formé, c'est très déstabilisant pour les personnels parce que les gens ne supportent pas de mal faire leur travail à l'hôpital public. Ouais. Et puis, petit à petit, les personnels sont partis dans certains services parce qu'ils ont été maltraités. Et donc, on a commencé à faire appel à des intérimaires. Ouais. Et les intérimaires, par définition, c'est des gens qui décident s'ils viennent travailler ou non. Intérimaire en quoi, par exemple? Vous pouvez pas être intérimaire en infirmier. Ah bien sûr. C'est-à-dire que vous êtes infirmier, formé, vous n'êtes plus titulaire dans l'établissement. Voilà, ce que je veux dire, c'est pas quelqu'un comme ça qui passe dans la rue, quoi. Non, mais si vous avez un infirmier qui a juste son diplôme d'infirmier, qui a été formé dans une école d'infirmière, il est tamponné infirmier. Mais s'il arrive dans un bloc opératoire où on fait des gestes très techniques et qu'il n'a pas été formé, il n'est pas d'une aide folle pour Et on a d'ailleurs une étude anglaise qui vient de sortir qui montre que dans les hôpitaux, nous on milite beaucoup pour qu'il y ait un nombre maximum de patients par infirmière et que ça soit inscrit dans la loi, qu'on voit dans chaque spécialité ce qui est nécessaire. Mais donc ça c'est important, mais il montre aussi que le fait d'avoir recours
à des intérimaires augmente la mortalité. C'est-à-dire que le fait d'avoir des gens qui viennent, c'est pas parce qu'on a moins bien, quoi. Oui, parce qu'ils sont pas formés, ils connaissent pas les protocoles du service, ils savent pas où est le matériel, et donc au moment où ça chauffe, eh ben ça va pas. Donc pour avoir un hôpital qui fonctionne bien, il faut des équipes bien formées, stables, et qui ont le temps de bien travailler et de faire pas que des actes techniques, mais aussi de s'occuper des patients. Bon, alors manque d'infirmières, on dit aussi manque de médecins. Oui, alors parce qu'on dit pour l'opération vous allez attendre en fait un petit bout de temps, ou là on ferme des urgences parce que justement il faut des infirmières, mais il faut aussi des médecins, des internes. Voilà, alors là c'est aussi un processus très long, avec les idées toujours qu'on dépensait trop pour notre santé, ce qui est une idée. On dépense beaucoup quand même. Non, on dépense comme les autres, c'est-à-dire que si on regarde plus. Ah non, pas plus. Si on regarde par rapport aux autres pays européens équivalents, là on est sur les dernières années, 2019, on regarde en pourcentage de PIB, c'est une façon de regarder. Ouais. L'Allemagne, elle était à 12,7 et nous on était à 12,1. Donc je pense qu'on n'est pas... voilà. Et si on regarde les autres systèmes, parce que c'est ça qu'il faut... Voilà, la Suisse et les États-Unis qui ont un système privé, où ils n'ont pas la sécurité sociale, ils sont à des chiffres beaucoup plus importants. Aux États-Unis, c'est 17% de leur richesse produite, du PIB, qui est mis pour la santé, avec un système très inégalitaire, où l'espérance de vie aux États-Unis est en train de diminuer, ce qui est quand même inédit. Il ne faut pas tomber malade aux États-Unis parce que vous allez à l'hôpital. En France, ça ne vous coûte pas grand-chose quand vous allez à l'hôpital. Vous allez aux États-Unis pour un petit bobo à l'hôpital parce que vous avez du mal à avoir un médecin. Vous en avez tout de suite pour 1000 à 1500 euros pour 2 consultations. Non, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, qui meurent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer. C'est la première cause de faillite personnelle, les soins de santé. Et on considère que il y avait un sondage. Les gens maintenant font des crowdfunding, des appels à argent pour soigner leurs enfants ou leurs familles sur les réseaux sociaux. Il y a un Américain sur 5 qui a déjà participé à ce type de financement pour soigner des gens. Donc quand on dit en France que on paye trop de cotisations sociales, qu'on paye trop d'impôts, réfléchissons à l'alternative. Est-ce qu'on veut un système à l'américaine où on va finir, où quand on n'a pas d'argent, on fait un crowdfunding pour soigner ses enfants? On disait justement qu'on avait le meilleur système de santé au monde. On l'a dit pendant des années. Et c'est vrai que il faut le reconnaître, Olivier Miron. Peut-être aussi, vous avez, alors je vais pas donner votre âge, mais bon, quand vous avez commencé comme médecin, il y a une trentaine d'années à peu près, c'est ça. Voilà. Franchement, ça allait plutôt bien quand même, le système de santé. On était très fiers de travailler à l'hôpital public à ce moment-là. Et il y avait un compagnonnage. Les gens qui étaient les plus doués restaient à l'hôpital public. Et puis certains partaient dans le privé où ils allaient gagner un peu plus d'argent que dans le public. Mais voilà, on était tellement fiers de travailler dans le public que le différentiel de salaire posait pas tellement de questions. Et puis oui, on était classés dans les très bons. Voilà, on était. Et on soignait bien les gens, et on se posait, on soignait tout le monde. Et puis c'était facile d'avoir un médecin. Et c'était facile d'avoir un médecin. Voilà. Bien sûr, de famille, entre guillemets. Comme on disait, aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Et donc il faut bien se rappeler que quand on a commencé à réformer le système, on l'a pas réformé parce qu'il marchait mal, on l'a réformé parce qu'on a considéré qu'il coûtait trop cher. Et donc ça, c'est un choix politique de dire où on met l'argent public. Et donc aujourd'hui, on a eu la première chose qui a été faite, c'est de dire, plus on met de médecins, plus ils dépensent, plus ils prescrivent, plus ils dépensent, donc on va former moins de médecins. Donc ça, c'est une des parties des explications de pourquoi aujourd'hui on n'a pas assez de médecins. La deuxième chose, c'est aussi parce que on forme des médecins à l'université publique, avec de l'argent public, et on n'a pas du tout de régulation de leur installation et de savoir ce qu'ils doivent faire en fonction de l'intérêt général. Et donc ça, c'est une grosse question, une grosse bagarre. Mais il va bien falloir se la poser, et donc il faut commencer à se poser la question de la régulation, au moins dans les zones où il y a trop de docteurs. Oui, c'est ça. Et probablement en commençant par les médecins qui sont dans le privé et qui font du dépassement d'honoraires. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à la proposition, vous savez, on en a beaucoup débattu il y a quelque temps, d'imposer à un jeune médecin d'aller travailler, de commencer dans un endroit, dans une zone qui est en flux tendu, qui manque de médecins, Moi, plus dans les campagnes ou dans des villes moyennes. Ça va être très difficile de dire c'est les jeunes qui vont pâtir et donc il y a que les jeunes. Il faut que on revienne
pour la prise en charge de notre système de santé sur une idéologie où on dit c'est le problème de tout le monde en fait. Et aujourd'hui, on est dans un système où il y a des déserts médicaux. Ouais. C'est pas la faute c'est la faute voilà, des politiques depuis de nombreuses années. C'est pas la faute des médecins qui osent battre. Vous l'avez dit quand même aussi un petit peu, parce que certains préfèrent aller au soleil, grosso modo, dans des villes plutôt que dans d'autres endroits. Non, mais il y a cette responsabilité, Olivier. Oui, non, mais ça, la vérité en face. Bien sûr, non, mais bien sûr, on regarde. Donc ça, je pense que il faut réguler l'installation dans les zones surdotées. Et donc ça, voilà. Après, la question, c'est de dire c'est la faute de tout le monde. Et je pense que quand il y a des vrais déserts médicaux et qu'il n'y a pas de médecins qui s'organisent pour gérer ça, il faut que l'État prenne la main. Et nous, on pense que de plus en plus, il faut organiser des centres de santé gérés par l'État, plus ou moins adossés sur les hôpitaux. Il y a un exemple à Marseille où le CHU de Marseille crée des centres de santé dans les quartiers nord qui sont des déserts médicaux. Et il y a les médecins des hôpitaux, les médecins de la médecine libérale. En charge, donc c'est l'État, les collectivités. Mais il faut qu'il y ait un peu les deux. Il faut que ça soit qu'il y ait une politique du territoire. C'est l'aménagement du territoire. Donc il faut que avec les collectivités, les territoriales, il faut qu'il y ait une responsabilité populationnelle. En Allemagne, c'est comme ça que ça se passe. Les médecins, ils sont responsables de l'installation des médecins par territoire et c'est eux qui régulent. On doit pouvoir le faire ici. On continue d'en discuter, de se dire les choses en face à face, la vérité en face. Olivier Milleron jusqu'à 10h. Et vous, au 0826 300 300, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les médecins eux-mêmes sont responsables un petit peu, comme on venait de l'évoquer en fait tout à l'heure? Est-ce qu'on travaille bien à l'hôpital? Est-ce qu'on ne travaille pas suffisamment? Vous avez peut-être des exemples vous-même autour de vous. Eh bien, vous nous appelez 0826 300 300. Vous avez la parole. N'hésitez pas, évidemment. Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Il est 9h49 jusqu'à 10h, la vérité en face. Est-ce qu'on sera bien soigné demain? C'est la question que se posent beaucoup de gens quand ils voient que des urgences ferment, qu'ils ne trouvent plus de médecins autour de chez eux, ou que parfois il faut 2, 3, 4 mois pour avoir des spécialistes, alors qu'il y a urgence, ou pour passer des IRM, des scanners. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, c'était un peu systématique. On avait un besoin, on pouvait le faire. Eh bien non, il faut attendre du temps, et évidemment, quand il y a des maladies, elles se développent, et il faut essayer de raccourcir ces délais. Nous sommes avec Olivier Milleron, qui publie ce guide des intox sur notre système de santé. On l'a évoqué en fait tout à l'heure sur beaucoup des raisons. Et on se projette quand même. Est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment que la médecine continue d'attirer les jeunes, ou est-ce que au contraire les jeunes ne viennent plus vers ces métiers? Alors, on est dans une situation où il n'y a jamais eu autant de jeunes qui ont demandé à avoir accès aux métiers de la santé. Que ce soit aux écoles d'infirmières ou sur les écoles de médecine, on voit sur Parcoursup, c'est énormément demandé. Par contre, on a l'impression que les accès sont difficiles. En médecine, on a l'impression que c'est très compliqué d'arriver à s'inscrire en première année. Et une fois qu'ils sont en première année, il y a encore une sélection qui est importante. On a dit qu'on supprimait le numerus clausus, mais en fait c'est les facultés qui décident, et comme on n'a pas donné énormément de moyens aux facultés pour accueillir plus d'étudiants, en fait c'est difficile d'augmenter très vite les capacités de formation. Et puis pour les infirmières, apparemment il y a un gros souci d'adéquation avec la sélection Parcoursup. Et il y a beaucoup d'infirmières d'élèves infirmières qui abandonnent en cours de route. On parle de 50% d'abandon avant la fin des études. Et donc là aussi, on a probablement un problème de sélection des gens qui sont, alors qu'il y a plein de gens très motivés. On a besoin, nous, de réformer le pays vite en ce qui concerne la santé. C'est un vrai problème démocratique. Il y a personne n'a eu le mandat de détruire l'hôpital public ou de détruire le système solidaire. Personne n'a été élu là-dessus, et pourtant c'est ce qui est en train de se passer. On a un système qui a été basé ces dernières années sur la concurrence entre les acteurs, ce qui est entre le privé et le public. Mais même entre hôpitaux publics. C'est-à-dire que nous, on nous explique que sur des secteurs, il y a des parts de marché et qu'il faut gagner des parts de marché. Il faut être rentable. Il faut être rentable. Non, mais c'est ça. C'est ça. Il y a des malades rentables et il y a des malades pas rentables. Et les malades rentables, c'est les malades chez qui on fait des actes techniques. Les actes techniques sont très valorisés par la tarification à l'activité. Ouais. Alors que la prise en charge des patients âgés, polypathologiques, qui nécessitent pas forcément beaucoup d'actes, mais du temps, de la technicité et de l'intelligence, ça, c'est pas valorisé. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi les personnes âgées restent sur des brancards aux urgences, c'est que les services
qu'ils soient publics ou privés, n'ont pas intérêt à les prendre dans leur lit parce qu'ils considèrent qu'ils vont bloquer longtemps un lit. Et qu'on va pas faire des actes techniques. C'est ça. Et c'est ça en fait. Attendez, et donc on a un vrai système d'idéologie. Si vous êtes âgé et que vous devez aller à l'hôpital, il faut bien choisir son hôpital alors. Oui, et surtout ils vont aller vers le privé peut-être. Non mais c'est la même chose dans le privé en fait. Le privé, ils ont aussi encore plus que nous. Nous, on ne devrait pas avoir de notion de rentabilité à l'hôpital public. C'est un service public. La notion de rentabilité pour le service public n'a pas de sens. Les cliniques privées sont des organismes à but lucratif. Donc eux, ils doivent gagner de l'argent et donc bien sûr qu'ils vont sélectionner les activités qui rapportent de l'argent. Voilà. Le problème, c'est que là, on est dans un système où on maltraite la population et on maltraite les personnels. En fait, si vous regardez dans le système aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui est heureux en fait, que ce soit au niveau des soignants ou au niveau des usagers. Donc il faut réformer ça. Il faut réformer ça en changeant l'idée que la santé est un marché et que l'hôpital est une entreprise. Il faut un juste milieu quand même, quoi. Non, mais il faut surtout que les acteurs aient intérêt à travailler ensemble. Voilà, donc que un patient qui a une maladie chronique décompensée soit aux urgences, c'est une anomalie du système. Il devrait y avoir une filière c'est rarement une urgence dans les 2 heures. Dites-moi, il y a du boulot. Il faut tout réorganiser. Quand je vous il faut réorganiser, mais il faut surtout sortir de paradigme. Il faut changer de paradigme. L'idée que on va gagner beaucoup d'argent avec la santé et que on laisse les acteurs faire, ça ne marche pas. On l'a vu, d'accord. 20 ans de politique basée sur l'idée que la concurrence entre les acteurs va améliorer les choses, c'est une catastrophe. Et pourtant, attendez, la santé, il faut se dire les choses, la vérité en face. Beaucoup choisissaient aussi médecine pour ensuite avoir des spécialités parce qu'ils se disaient je gagne beaucoup d'argent en médecine en ayant une spécialité. Et il y en a qui brassent beaucoup d'argent quand même. Ils iront pas forcément à l'hôpital public, mais d'ailleurs les choses soient claires. Ils ont des consultations et puis après ils vont dans le privé quoi aussi. Que les choses soient claires. Quand on fait médecine, dès qu'on est en 2e année, on est sûr d'avoir un métier toute sa vie. Il n'y a pas de médecin chômeur. Et oui, c'est vrai. Et on va bien gagner sa vie. Il n'y a pas de médecins pauvres, d'accord. Et quand on regarde dans l'échelle des salaires en France, les médecins, on est très bien traités. Voilà. Donc, à partir du moment où on dit ça, il faut qu'on accepte qu'il y a une responsabilité de la profession dans son ensemble, et que oui, il y a un débat aussi qu'on devrait avoir, c'est que l'argent des médecins, et c'est largement de l'argent socialisé, des cotisations sociales. Combien on pense qu'un médecin doit gagner dans ce pays. C'est vrai. Et donc, pourquoi un médecin généraliste ou un gériatre gagnerait 3 fois moins qu'un chirurgien? Voilà. On doit se poser la question et on se la pose jamais. Non mais complètement. Vous avez raison de la poser en tout cas cette question. Tiens, on va conclure avec Marie-Alice parce qu'au 0826 300 300 vous voulez réagir et puis souvent on termine l'émission avec vos appels. Vous êtes infirmière libérale du côté d'Agen, ma chère Marie-Alice, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour, c'est exactement ça. Alors, nous, j'ai bien entendu ce qu'a dit... Olivier Miron, Oui, pardon, excusez-moi. Effectivement, il y a une maltraitance des professionnels de santé. Nous, à domicile, on a énormément de prise en charge. On a des patients complètement démunis qui ne trouvent pas de médecin et ils se tournent donc évidemment vers l'infirmière du secteur, l'infirmière familiale, l'infirmière référence. Les pharmaciens s'équipent de bornes qu'ils payent pour essayer de limiter justement l'accès aux urgences et mais ça ne résout pas tous les problèmes. Des bornes, dites précisément sur les pharmacies, des bornes de téléconsultation. Oui, c'est vrai. Ça, je dirais que c'est plutôt pour la bobologie. On va parler de bobologie. Mais c'est plutôt pas mal ça, je trouve, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce que je pense que ça permet un accès et ça va permettre aussi d'orienter les gens. Par contre, sur le chronique ou sur les patients à domicile, les patients de 80... Moi, j'ai des patients qui ont 100 ans et 9 mois. Vous vous rendez compte? Oui, c'est vrai. On vit de plus en plus vieux, bien sûr. Et le souci, c'est que nous, en fait, à domicile, c'est la course à la prescription, c'est la course pour trouver un prescripteur, pour orienter un patient. Moi, j'ai une jeune femme diabétique, insulinodépendante avec une pompe, qui a des soucis d'oreille interne et qui, pour avoir un ORL spécialisé, doit
a une consultation, je crois, en décembre à Narbonne. On est dans le Lot-et-Garonne. Ouais, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre témoignage, Marie-Alice. Merci, Olivier Milleron. On pourrait continuer, mais on vous réinvitera évidemment. Je signale donc votre livre Guide des intox sur notre système de santé. C'est aux éditions Textuelles. Il y aurait beaucoup à dire, hein, et notamment sur. Vous n'êtes pas d'accord avec ces cabines chez Télécabines, chez les pharmaciens. Pour des petites choses. Non, mais c'est ça. Mais sur on a besoin de prendre en charge nos personnes âgées qui ont des maladies chroniques et il faut tourner le système vers ça. Ouais, merci. Dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman.